Merci à vous de nous suivre pour ce panel. Le Mali, troisième producteur d'or africain, a un sous-sol qui regorge de potentiel et le visage de l'orpaillage, pratique traditionnelle d'extraction de l'or, a fortement changé ces dernières années au point de poser problème et de nombreuses questions. Aujourd'hui, son organisation et son encadrement mènent à de très nombreuses réflexions. Alors, je commence avec Monsieur Daffé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement quel est le but de la Confédération des orpailleurs et comment est-ce qu'elle est organisée? Bien. Merci Nabou. Permettez-moi de remercier les organisateurs de l'événement et saluer la présence de mon président, le président de la Chambre des mines du Mali, M. Ablaye Pona. Ceci dit, Madame la Confédération nationale des sociétés coopératives du Mali, qui a vu le jour le 17 novembre 2019, est créée pour contribuer à l'organisation du secteur minier concernant les orpailleurs. Ceci dit, comme vous le constatez, je l'ai dit sous le contrôle du conseiller Issa, à travers le code de 2019, à son article 48 où on parle de regroupement, ce qui veut dire on parle de coopérative, et lors du forum aussi des orpailleurs en 2014, et la grande concertation des États généraux du secteur des mines qui ont mis l'accent, sinon le doigt, sur la formation des sociétés coopératives, qui est un outil de travail pour l'organisation du secteur de l'orpaillage. Et ceci, à la lecture, il faudrait comprendre que pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Chambre des mines du Mali, l'outil de travail, c'est la Confédération nationale du Mali à travers les sociétés coopératives. D'où l'importance des sociétés coopératives que je vais signaler ici pour l'organisation. Et même le thème prévu cet après-midi, c'est l'une de nos activités phares, c'est la mission même de la Confédération des sociétés coopératives du Mali. Je vous remercie. D'accord. Est-ce que vous avez un chiffre en ce qui concerne le nombre d'orpailleurs? Bien, madame, pour parler des chiffres, effectivement, c'est un problème. Aujourd'hui, les statistiques, quand vous voyez au niveau de la Banque mondiale, au niveau du département, au niveau de l'OCDE, il y a des chiffres qu'on donne. On donne 1 million d'orpailleurs, on donne 500 000, 600 000 comme orpailleurs au Mali. Justement, je pense que la mission de la Confédération, c'est de pouvoir travailler, organiser ces orpailleurs afin de pouvoir savoir le nombre au niveau des différentes localités. À ce niveau, il faut une bonne organisation. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Koulibaly, on le sait, l'orpaillage, c'est une méthode traditionnelle d'extraction avec des outils rudimentaires. Toutefois, sur les sites d'orpaillage, le paysage est vraiment totalement différent désormais. Qu'est-ce qui a changé et quel est, selon vous, le point de départ de ce changement? Merci Nabou. Permettez-moi de saluer d'abord le Mali Mining Event pour nous regrouper autour d'un thème qui est vraiment très important, à savoir l'encadrement de l'organisation de l'orpaillage. Aujourd'hui, c'est vraiment un véritable emblème. Donc, je suis vraiment très heureux de participer à ce panel. Donc, je profite de l'occasion pour dire que d'abord, je vais commencer par le fait d'abord que l'orpaillage en elle-même n'est pas mauvais. Parce que tout le monde sait que dans le passé, n'est-ce pas, nous avons profité de l'orpaillage. Les sociétés minières étaient là, mais l'orpaillage nous aidait quand même à comprendre, n'est-ce pas, certains renseignements du point de vue géologique, dont c'était vraiment très bénéfique. Mais ce qu'il faut noter dans le passé, c'est que l'orpaillage se faisait dans les règles de l'art. Pourquoi dans les règles de l'art? Parce qu'il y avait quand même, n'est-ce pas, des conditions respectueuses de l'environnement. L'environnement n'était pas détruit. Et les orpailleurs aussi étaient, n'est-ce pas, sur des terrains stables, en respectant, n'est-ce pas, certaines procédures. Donc, aujourd'hui, ça a fondamentalement changé. Et vraiment, c'est devenu un véritable problème. Un véritable problème parce que, tout simplement, on voit qu'aujourd'hui, l'environnement est en train de prendre une nouvelle tournure. Donc, nous ne sommes plus dans l'état actuel des choses.
L'orpaillage dans le temps, c'était quoi? C'est des choses qui se faisaient avec des outils rudimentaires. Des outils rudimentaires, c'est ça. Donc, parce qu'on ne peut pas parler de l'orpaillage sans connaître aussi sa définition. L'orpaillage, c'est quoi? C'est une activité à petite échelle qui se fait avec des outils très, très rudimentaires, avec des équipements non sophistiqués. Donc, ça se fait aussi sans usage de produits chimiques. Donc, quand on essaie de voir aujourd'hui, on voit que vraiment, il y a pas mal de problèmes. Donc, l'orpaillage aujourd'hui, c'est comme des mines à ciel ouvert, avec des grandes excavations, avec des trous béants, avec des engins, des équipements qu'on utilise dans les mines, et vraiment, le couvert végétal est vraiment dégradé. Donc, voilà un peu la situation qui fait que cet orpaillage a évolué aujourd'hui. Alors, Monsieur Damoy, au niveau de votre entité, qui est l'agence du bassin du fleuve Niger, quels dégâts est-ce que vous recensez et quelle est leur ampleur? Merci, madame. Je joins ma voix à mes co-panélistes pour remercier les organisateurs de cet événement. Vous l'avez bien dit, moi je suis de l'agence du bassin du fleuve Niger, donc ma réflexion va beaucoup plus porter sur un type d'orpaillage qui se focalise beaucoup plus sur les cours d'eau, notamment le fleuve Niger sur lequel nous avons un mandat. Et là-dessus, ce qu'on a remarqué, ça crève l'œil pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller vers Kangaba, ou même souvent des vidéos qui circulent sur les réseaux pour parler de Kenyeba. Et on peut dire que c'est un désastre écologique. Et les petites dragues, parce qu'en ce moment, il faut noter qu'il y a deux types de dragues qui opèrent sur le fleuve. Il y a les dragues artisanales, qui sont le fruit du génie des Maliens même, mais aussi il y a des grosses dragues, des dragues très géantes comme des bateaux, qu'on appelle des dragues à godet. L'une comme l'autre cause beaucoup de dégâts. Quand vous regardez après le passage, la topographie du cours d'eau, vous verrez par endroits des monticules qui font que les écoulements ont du mal à se faire normalement, et ce qui peut provoquer un étiage précoce et même peut-être dans le temps, à l'avenir, un arrêt complet. Vous remarquerez aussi des cas de sédimentation, vous remarquerez aussi des cas de pollution, parce que généralement, c'est une activité qui concentre beaucoup de monde et les gens sont très peu respectueux des règles d'hygiène, des règles liées au respect de l'environnement. Donc, pour le cas des dragues, pratiquement les opérations de vidange, tout ça là, ça se fait sur l'eau. Et nous avons eu l'occasion aussi de constater que les pratiquants de ces machines-là, souvent, ne se protègent même pas. Et ils utilisent, comme mon collègue du ministère des Mines l'a dit, ils utilisent parfois des produits prohibés et pour lesquels des conventions que le Mali a signées. Donc, il y a vraiment des impacts à la fois sur l'environnement immédiat, mais aussi sur la santé de ces pratiquants. D'accord. Comme quoi, en général, quels sont ces risques-là que vous recensez sur le plan de la santé et autres pour l'environnement? Vous en avez un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez entrer dans les détails? On peut en parler dès maintenant? Oui, allez-y. Ok. Donc, moi, j'avais déjà préparé une petite note. Donc, je peux vous dire, comme je l'ai dit, moi, c'est beaucoup plus sur leur page sur la terre ferme. C'est vrai que je ne m'y intéresse pas trop, même si souvent les effets de ce type d'orpaillage aussi peuvent se retrouver au niveau du fleuve, parce que par les phénomènes de ruissellement et d'infiltration, on peut toujours avoir ces problèmes-là. Mais comme je l'ai dit, sur le plan environnemental, si on prend ce qu'on peut constater, c'est une modification de la topographie des bassins versants. Donc, ceci amène des déboisements. Généralement, les sites où les gens font les orpages sur la terre ferme, il y a beaucoup de déboisements qui se font. Alors, il y a aussi au niveau du lit, que ce soit mineur ou majeur, parfois vous trouverez des situations de comblement et d'obstruction du fleuve. Vous trouverez aussi que les berges du fleuve sont dégradées, parce que souvent ils utilisent aussi un autre type d'engin qu'ils appellent cracheur, toujours à la recherche de l'or. Et il y a aussi des perturbations des écosystèmes, donc la disparition de la biodiversité biologique qui est menacée par le phénomène de pollution. Sur le plan sanitaire, on a dit que c'est des risques liés aux maladies infectieuses et diarrhéiques, parce que comme ils opèrent généralement sur l'eau, avec le peu d'égard des conditions hygiéniques,
Donc, il n'est pas rare de se trouver dans une situation des maladies liées à l'eau. Ensuite, sur le plan social, le risque de conflit lié à l'usage évidemment du foncier et des ressources en eau. Et ça, je le dis parce que j'ai été témoin d'une mission quand même. J'ai été dans une mission avec le conseiller Seydou Keita qui est ici présent. En 2017, on a fait une mission d'évaluation des impacts de l'exploitation aurifère par drague sur les cours d'eau. On a senti la perceptibilité de tensions sociales. Et parce que là, souvent même, c'est des élus qui ont saisi notre département pour dire que souvent des gens étrangers à notre territoire sont venus chercher l'or, mais en mettant notre ressource dans une situation de pollution très avancée. Donc, on a senti ça, et puisque l'eau, c'est un peu la ressource sur laquelle pratiquement toutes les activités socio-économiques du pays sont pratiquées, évidemment, dans le cadre de la GIR, lorsque vous n'avez pas une ressource eau de qualité qui puisse permettre à l'éleveur de faire boire ses animaux, son troupeau, qui puisse permettre à l'agriculteur d'irriguer ses champs, évidemment, il y a des conflits. Il y a des conflits. Et sur le plan économique aussi, on a recensé parce qu'on a trouvé qu'il y a des pertes de ressources financières importantes pour l'État, parce que nous, dans le cas des dragues sur le fleuve... Quelques secondes pour finir sur ce point-là. Dans le cas des dragues sur le fleuve, on a vu que c'est des gens qui prennent de l'argent et qui n'ont pas qualité à le faire. Donc, c'est des ressources énormes qui sont perdues pour l'État. Et enfin, sur le plan sécuritaire aussi, on a noté qu'il y a de nombreux étrangers sur ces sites-là, et toute chose qui ne va pas sans conflit est liée évidemment à la répartition des bénéfices. Merci. Merci beaucoup. On comprend que les conséquences sont vraiment nombreuses. Monsieur Koulibaly, j'ai deux questions pour vous. Donc c'est ça. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces solutions qu'il propose pour les différents orpailleurs afin qu'ils soient unis en fédération, en coopérative? Est-ce que vous pensez que ça peut solutionner le problème au vu de l'ampleur qu'il a? Merci Nabou. Je pense que M. Tafé même a touché un mot, notamment la vie en coopérative, c'est effectivement une des solutions. C'est vraiment une solution que je partage avec lui, parce que c'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait aujourd'hui que d'abord nous donnons la main avec la Chambre des mines, n'est-ce pas, pour conduire, n'est-ce pas, une feuille de route qu'ils ont élaborée. Donc je pense que c'est l'une des solutions. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres solutions, n'est-ce pas? Ces solutions sont quoi d'ailleurs? Vous savez aujourd'hui il ne faut pas qu'on tourne autour du pot, parce que nous sommes en train de tourner autour du pot, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la solution, c'est quoi? C'est l'orpaillage aujourd'hui, c'est un phénomène, n'est-ce pas, qui a subi plusieurs mutations. D'abord, c'est quelque chose qu'on faisait, n'est-ce pas, sans tenir compte de certaines argumentations. Je vais m'expliquer. Parce que quand on essaie de voir la politique minière du Mali, la politique qui a été adoptée en 1998, c'était une politique qui était basée, n'est-ce pas, sur les grandes mines. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que quand on n'a pas un document d'orientation, nous avons des problèmes pour solutionner. Dans tout, il faut avoir un document d'orientation. Donc on s'est dit qu'avec, n'est-ce pas, la déclaration de la politique, il faut quand même qu'on arrive à mettre en place un document de politique. On nous a mis en place en 2019. Ce document de politique s'est dégagé, n'est-ce pas, plusieurs axes, notamment dans son axe 4, qui dit qu'il faut structurer et encadrer l'orpaillage. Donc c'est un document qui peut encadrer. Et dans ce document, nous avons élaboré plusieurs solutions. Et ces solutions sont quoi? On s'est dit que d'abord, pour maîtriser la chose, il faut d'ailleurs, parce qu'il a toujours dit juste que l'orpaillage s'est fait, n'est-ce pas, dans des couloirs. C'est dans des couloirs, c'est à l'intérieur des couloirs d'orpaillage, pas autre chose. L'orpaillage s'est fait à l'intérieur des couloirs d'exploitation artisanale. Donc en dehors, l'orpaillage n'est pas toléré. Donc on s'est dit alors aujourd'hui, l'une des solutions, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces orpailleurs-là, n'est-ce pas, des couloirs qui sont vraiment importants, des couloirs qui vont permettre, n'est-ce pas, un meilleur encadrement. Et il ne s'agit pas de mettre des couloirs aussi, mais quand même, il s'agit d'évaluer aussi ces couloirs, parce que vous savez que dans le temps, ces orpailleurs se sont plaints que ces couloirs-là, il n'y a rien là-dedans. Donc on a dit quand même qu'il faut quand même, cette fois-ci, qu'on identifie les couloirs, quand même qu'on va aussi quand même de les évaluer. Donc ça va permettre quand même d'accélérer un peu la situation. Donc ça, c'est une des solutions. L'autre solution aussi, c'est un peu, voir un peu, à travers, c'est entre nous. L'orpaillage aujourd'hui, c'est géré par plusieurs départements. Il y a l'environnement, il y a la sécurité, il y a la décentralisation,
Donc, il y a plusieurs acteurs. Donc, on s'est dit aujourd'hui qu'il faut qu'on s'y donne la main. Il faut qu'on s'y donne la main, que nous travaillons la main dans la main, que nous créons des cadres de concertation. On s'y voit parce que chacun à son niveau, souvent, les cadres de concertation sont élaborés indépendamment, mais en réalité, il n'y a pas un cadre qui puisse nous faire revenir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je regrette un peu le Forum national de l'orpaillage qu'il avait évoqué en 2014. Et ce forum-là avait identifié plusieurs types de solutions. Toutes les solutions ont été retracées. Parce que c'est quelque chose qui a été vraiment présidé même par le président de la République en son temps, Ibrahim Boubacar Keïta. Il y avait le Premier ministre, il y avait tous les acteurs, il y avait la Chambre des mines, il y avait les gouverneurs, il y avait les ambassadeurs. Donc plusieurs pistes de solutions ont été faites, mais quand même, il n'y a pas eu ce suivi et de contrôle. Justement, pourquoi? C'était ça ma deuxième question. Il y a eu de nombreuses rencontres, notamment le Forum des orpailleurs, beaucoup de recommandations, solutions, mais pas d'application. Pourquoi? Qu'est-ce qui sera différent cette fois-ci? Qu'est-ce qui sera différent cette fois-ci? Il faut le dire ainsi. Il faut le dire ainsi parce que je pense que avec ce forum-là, comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas eu ce système de suivi. Après ça, il n'y a eu rien. Et ça a causé un grand problème. Mais qu'est-ce qui sera maintenant palpable aujourd'hui? Donc, vraiment dans les règles de l'art, dans les bonnes choses, je dis aujourd'hui que l'orpaillage aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons élaboré un document de stratégie que chacun de nous ne va pas pouvoir saisir. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il faut saisir aussi? D'abord, c'est la réglementation. Parce qu'il faut que quand même l'autorité de l'État soit respectée. Ne nous cachons pas la forêt. Il faut que l'autorité de l'État soit respectée, que l'État prenne ses responsabilités, que les autorités locales prennent leurs responsabilités, que les acteurs locaux prennent leurs responsabilités, que les collectivités locales prennent leurs responsabilités. Donc c'est vraiment important. Aujourd'hui, il faut qu'on s'y donne la main, il faut qu'on trouve vraiment des solutions idoines. On s'est dit aujourd'hui que quand même, il faut créer quand même ces cadres de concertation, parce que c'est là aussi, si ces cadres de concertation ne sont pas créés, c'est un véritable problème. Donc on s'est dit aussi quand même qu'il faut quand même qu'on arrive à mettre en place des structures en place. Quand on essaie de voir la sous-région, parce qu'on ne peut pas maîtriser quelque chose sans qu'il n'y a pas de structure. Quand tu parles le cas de la Guinée, le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont mis en place des structures spéciales qui s'occupent uniquement de l'encadrement de leur paillage. Donc tel n'est pas le cas de chez nous. Donc ça cause un véritable problème. Il ne faut pas qu'on se dise aussi, nous sommes tenus de collaborer aussi parce qu'il ne faut pas oublier, à un certain moment donné, les acteurs ont abandonné. À un certain moment donné, la Chambre des mines et le ministère des mines devaient collaborer ensemble. Parce que l'une des missions de la Chambre des mines, c'est bien sûr, n'est-ce pas, cet encadrement de l'Europe pour atteindre l'objectif assigné. Donc, il y a eu beaucoup de flottement. Mais aujourd'hui, je dis qu'il est temps. Il est temps qu'on se donne la main avec la Chambre des mines, n'est-ce pas, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, évoluer. Puisqu'on puisse évoluer. Il en est de même pour tous les autres fêtières. Merci, M. Koulibaly. Nous sommes déjà arrivés à la dernière question que je vais adresser maintenant à M. Diamoy. Chacun a parlé des solutions maintenant au niveau de votre entité et des solutions proposées ainsi que les dispositions prises par l'Agence du fleuve du bassin du Niger figure l'arrêt de la délivrance des permis environnementaux sur les cours d'eau. Quelle amélioration est-ce que cela a entraîné? Merci. Donc, bon, en fait, au niveau de l'agence, on n'est pas très aimé des orpailleurs, ça je dois le dire, en tout cas pour ceux qui sont sur le fleuve, et on le comprend. Et moi, on a eu à l'évoquer dans la mission interministérielle, on a lancé une boutade, mais qui a tout son sens. On avait dit à certains, vous êtes en train de chercher l'or dans le fleuve. Mais pour les 20 millions de Maliens que nous sommes, notre or, c'est cette eau. Si ce pays-là existe, c'est parce que ce fleuve-là est là. Donc, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas être dans l'expectative et laisser le niveau de pollution augmenter par rapport au fleuve. C'est pour cela que, bon, parce que nous, la difficulté qu'on avait au départ, c'est que le code de 2012, l'ancien code, autorisait l'exploitation artisanale mécanisée. Donc, on avait, par rapport à cette autorisation, on avait des problèmes. Mais à la faveur de la mission, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui exercent cette activité sur le fleuve qui ne disposent d'aucun papier. Donc, dès lors qu'on s'est rendu compte de cela, malgré que ça a été l'activité codifiée, nous, on a trouvé les moyens de faire des missions pour essayer de traquer juste dans les derniers retranchements ces orpailleurs-là, parce que pour nous, ils sont dans une illégalité totale, ils ne disposent d'aucun papier. Ça, le conseil, c'est vous peut en témoigner parce qu'il était dans la mission on était dans la même mission. En son temps, il officiait au ministère de l'Environnement. Donc, l'environnement était dans son rôle de veiller sur la qualité de cette ressource. Et je pense que
nous avons tous intérêt que cette ressource-là soit préservée. Je vous surprends en vous disant que peut-être dans le temps, on ne voyait pas de l'eau minérale dans les villages, mais quand nous on passait pour cette mission, même dans les villages, on ne voit plus l'eau du fleuve, c'est de l'eau minérale. Donc, nous avons eu la chance et la compréhension de nos amis des mines, parce que ça n'a pas été une partie de plaisir que de sortir du nouveau code le dragage sur les cours d'eau. Heureusement, avec force argumentation, ils ont compris et dans le nouveau code qui a été adopté en 2019, cette activité est complètement interdite. Donc pour nous, on a maintenant tous les arguments, mais avant, je dois dire déjà qu'en mai 2019, il y a quand même un arrêté interministériel qui a été pris et qui suspendait pour une année cette activité. Et on en a profité de cet arrêté interministériel pour mener des opérations sur pratiquement, je vais dire le fleuve Niger, parce que c'est sur ça que nous avons compétence et ses affluents. Donc, ceci a fait que l'activité a reculé. Parce que quand on passait pour 2017 pour l'émission, l'évaluation des impacts, on avait estimé à peu près à 3000 dragues sur le fleuve. Mais après le dernier pointage que nous avons fait en décembre 2020, on est plus qu'à 998 dragues. Donc, plus des 2/3 des dragues ont quitté le fleuve. Certains opérateurs ont quitté de leur propre choix, d'autres parce que nous avons fait des opérations de surveillance du fleuve au cours desquelles nous faisons des saisies, nous faisons des déguerpissements. Donc, aujourd'hui, nous avons les arguments, nous avons les instruments légaux pour faire en sorte que cette ressource, que le fleuve-là, soit préservé. Merci beaucoup pour votre intervention. À présent, nous allons avoir quelques contributions et quelques questions que je vous demande de préparer. Mais avant cela, si tout est OK, nous avons fait venir, par le biais donc de la Confédération des orpailleurs, un monsieur qui est venu tout droit, tout spécialement de Kenyeba. Il s'appelle Lassina Kamara, c'est un orpailleur, président de la Fédération de Kenyeba, qui est là pour nous parler du quotidien des orpailleurs, tout simplement, faire son témoignage. S'il est prêt, est-ce qu'il peut se lever? Nous allons lui donner un micro. Nous avons 2 interventions, 2 contributions spéciales pour vous aujourd'hui. Je remercie, je salue notre président Dafé et le président de la Chambre des mines, M. Pona. Donc, pour ma contribution, d'abord, je veux aller directement voir les conditions de vie des orpailleurs. Parce qu'il y a l'insuffisance des couloirs. Ça veut dire quoi? Par exemple, à Kenyeba, dans le cercle de Kenyeba, il n'y a que 58 km². Vu le nombre des orpailleurs qui sont là-bas, et puis, quand on doit attribuer un couloir, normalement, ça doit être aménagé d'abord par l'État. Après, on donne ça à la mairie, qui donne ça aux coopératives. Je suis le président de la Chambre, de la Confédération des orpailleurs, vice-président de la Confédération des orpailleurs du Mali, le président de la Fédération locale du cercle de Kenyeba. Donc, 3 points. Les couloirs n'ont pas fait l'objet d'études géophysiques pour déterminer la teneur de l'or dans les couloirs. Quand tu veux donner le couloir à des orpailleurs, s'il n'y a pas d'or, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Depuis 2015, on parle de ce couloir-là. Mais il n'y a pas de couloir qui a été jusqu'à preuve de contraire. Ils n'ont pas aménagé ce couloir-là. Bien sûr qu'on doit organiser ce secteur. Mais comment l'organiser? Quand tu veux organiser des orpailleurs, il faut connaître d'abord le nombre des orpailleurs qui sont au Mali. Après, on va l'organiser parce que ce secteur mérite d'être bien organisé. Mais l'organisation, on doit identifier d'abord qui fait quoi. Ça, c'est ma contribution. Deuxièmement, la façon dont on va contribuer les couloirs là, pour les coopératives. Parce que actuellement, c'est la mairie qui doit donner ça aux orpailleurs. Mais la mairie, elle n'est pas avec les colorations politiques là. Moi, je vois, ça va mener des problèmes un jour. Donc, pour ma contribution, normalement, la Chambre des mines est là. Elle est bien organisée, elle est apolitique pour l'attribution. Et la Confédération est là, ça c'est pour tous les orpailleurs. Donc, l'orpaillage doit être considéré comme un métier aujourd'hui au Mali. Mais quand on dit, ce n'est pas réglementé, ce n'est pas autorisé, vu les couloirs qui sont à Kenyeba, les 58 km² qui est à Kenyeba, même 2 jours, 3 jours, si on rentre là-dedans, on va finir ça. Donc,
le couloir qui est à Sédi Kenyeba, je prends l'exemple du sud à Kenyeba, c'est à 85 km de Fara, à 35 km d'Abia, à 65 km de Faraba ou 85 km de Faraba. Quand tu amènes un couloir à Kenyeba, est-ce que ces gens-là, or que c'est notre vie quotidienne, l'activité principale à Kenyeba, c'est l'orpaillage. Il y a des suffisances de couloirs, parce que tu ne peux pas quitter à 85 km pour venir travailler dans ce couloir et retourner encore. Ça, il y a des problèmes. Donc, vraiment, ce que moi je pense, on doit organiser ce secteur. Nous, on a commencé avec notre président, le président de la Chambre des mines, et le président de la Confédération. On a fait des programmes, on a une feuille de route qui concerne tous les Européens de Madame, même commencé des recensements, qui a été régulé par le président de la Chambre des mines, M. Kounan, qui est là. Donc, tout ce que moi je vais dire encore, la mutation. Effectivement, la mutation, c'est normal, mais quelle sorte de mutation? Comme Goubali l'a dit. Il y a des agriculteurs, et ils ont fait des mutations. Ils étaient avec la houe, mais ils ont pris des tracteurs, ils ont pris des trucs là. C'est pour améliorer leur production. Nous aussi, des Européens, on mérite d'être. On doit faire des mutations, mais quelle sorte de mutation? Le point est là. Si ce secteur a été bien organisé, obligatoirement, si on veut progresser, il faut des mutations. On laisse la houe, les solis et consorts là. On va avec les matériels qui vont nous pousser à trouver plus. Mais si on arrête seulement à les pioches là, les solis et consorts là, est-ce qu'on va progresser? La chambre des mines. Il y a la chambre des mines, il y a la chambre d'agriculture, il y a la chambre du commerce. Tout est là, mais eux, ils ont progressé. Pourquoi pas les orpailleurs? Les commerçants progressent. Les agriculteurs, actuellement, quand tu vas dans les on cultive dans les champs, ça c'est dans la maison, maintenant on fait des agricultures, tout, mais ça a été financé, ça a été organisé. Donc je salue tout le monde. Donc tout ce que je demande, que l'orpaillage soit organisé, bien organisé, qu'il y ait des mutations aussi. Quelles sont des mutations? Si tu veux prendre des décisions encore, il faut aller à la base pour le nouveau code minier. Parce qu'il y a des trucs là-dedans, donc on n'a pas compris. Ce nouveau code minier a été conçu, mais ce n'est pas avec la base. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir fait le trajet pour venir nous faire part de vos recommandations. Voilà, c'est bon. Donc, je suis Mamadou Niang, docteur agroéconomiste et spécialisé dans l'économie environnementale. Et d'abord, je commencerai par saluer les organisateurs de ce forum. Comme la dernière fois, j'ai assisté à ce forum. Et vraiment, l'intérêt que je trouvais dans ce forum, c'est que ce forum permet de conscientiser, de faire connaître le secteur minier. Parce que c'est très intéressant d'échanger, de se parler. Bon, le second point sur lequel je vais beaucoup intervenir, c'est l'orpaillage. Vous avez beaucoup parlé de l'orpaillage. Il y a un problème qu'il faut éclaircir et qu'il faut chercher à mettre en route. Quand on dit orpaillage, l'orpaillage, c'est une activité artisanale, traditionnelle, historique en République du Mali, qui est très connue. Ce n'est pas une nouveauté. Et à l'époque, quand on faisait de l'orpaillage, on le faisait vraiment dans l'art des choses. Actuellement, ça s'est dégradé, nous avons perdu beaucoup de valeur par rapport à la pratique. Maintenant, ce que nous sommes dans des systèmes aujourd'hui de société et d'économie vraiment décentralisés. Et il faut respecter le principe de la décentralisation de ce pays, au risque de créer de l'anarchie. Parce que les mairies, les communes rurales, les communes décentralisées ont chacun un PDC, un plan de développement vraiment qu'il faut respecter, qui est validé. Et pourquoi on ne retrouve pas dans les PDC cette activité d'orpaillage? Pourquoi? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous avons en ligne
un contributeur de choix en la personne de M. Ahmed Semega, qui est le haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal, du fleuve Sénégal, et qui a été ministre des Mines au Mali de 2002 à 2017. Monsieur Semega, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ah, oui, Monsieur Semega. Oui. Bonsoir. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi d'intervenir, même si la qualité de ma connexion ne me permet pas de vous voir. Donc, et par conséquent, je vous demanderai d'être indulgent si j'arrive dans mes propos vous trouver une répétition de ce qui a été déjà dit. Mais je pense que le panel dont on m'a parlé, dans lequel siège Sanusi Dafé, qui est un frère à moi, est un panel de qualité parce que lui a une expérience très très longue et variée en ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe, celui de l'orpaillage. Donc je vais vous simplement dire deux choses par rapport à ce sujet et qui est plus qu'intéressant. Sur deux points. Le premier, c'est que c'est une solution qui est en train de devenir un problème. Bon, ça paraît antinomique, dit comme ça. Une solution, pourquoi? Une solution parce que bien organisé, l'orpaillage est un secteur d'activité économique qui peut aujourd'hui être rentable, profitable pour les populations qui s'y adonnent. Depuis la nuit des temps, le Mali a construit sa réputation en tant que pays de l'or, depuis les empires du Moyen-Âge, avec Kankou Moussa et tout le reste. Je crois que vous connaissez cette légende-là. Donc, cette réputation a été construite sur les mines d'or qui étaient traditionnellement exploitées dans ces contrées-là, dans ces royaumes. Alors, c'était l'orpaillage, parce que l'orpaillage est entendu comme une activité traditionnelle d'exploitation de l'or. C'est une solution donc pour enrichir ces populations pour autant qu'elles soient bien organisées. Malheureusement, ce n'est pas le cas, malgré toutes les tentatives qui ont été ça et là menées par l'État, je le sais, pour organiser ce secteur-là afin de le rendre, on va dire, non seulement plus efficient sur le plan économique, mais je pense, le plan social encore, plus porteur de progrès par la contribution des orpailleurs. Donc, c'est une solution qui doit mieux organiser. Et un problème pourquoi? C'est un problème environnemental majeur qui est en train de naître à partir de cette exploitation traditionnelle qu'elle maîtrisait. Je vais simplement me référer à l'exemple d'un cours d'eau que je connais bien, géré actuellement. C'est le fleuve Lafalémé, qui fait aujourd'hui l'objet d'un intense orpaillage, d'une intense activité d'orpaillage anarchique, je dois dire, qui est en train de mettre en péril ce cours d'eau. Et donc, des mesures ont été tentées ça et là pour permettre de contrer, on va dire, cette destruction du cours d'eau. Malheureusement, je dois le dire, avec très peu de succès. Et donc, voilà une solution, comme je l'ai dit, qui est bien organisée, comme sous d'autres cieux cela se fait, en augmentant la productivité des travailleurs miniers qui s'adonnent à cette pratique-là. Et cela peut se faire de plusieurs manières. D'abord, je crois en les organisant en coopératives multifonctionnelles. Multifonctionnelles pourquoi? Parce que une partie des adhérents de ces coopératives peut s'adonner à l'orpaillage, donc à la production de l'or, et l'autre partie s'adonnera à d'autres activités économiques complémentaires à cette activité d'exploitation de l'or. C'est un sujet que je peux développer plus longuement dans un autre format, sous un autre thème, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur l'organisation
des acteurs de la filière orpaillage. Alors, je dis que le ministère des Mines est représenté ici légitimement par M. Issa Coulibaly. Je le salue fortement et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Ce bon orpaillage, il est extrêmement important. C'est la base, c'est le soubassement du secteur minier. Je tire les chapeaux à un orpailleur. Aucun permis n'est distribué dans ce pays si ce permis-là, cette concession minière, je passe au contrôle, les journaux, ils sont là. Hein. L'acquéreur de cette concession va poser la question, est-ce qu'il y a des orpailleurs là-dessus? S'il n'y a pas d'orpaillage, ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc, c'est pour remonter, c'est ce que vient de le dire tout de suite. Notre empereur Kankou Moussa, avec la main nue, a extrait 8 tonnes d'or. C'est là extrêmement important. Et en 1324, il s'en est allé avec à la Mecque. Et il a déséquilibré toutes les finances de passage. Donc, je ne peux pas comprendre que, jusqu'à aujourd'hui, l'État malien, de l'indépendance à aujourd'hui, cette filière-là n'est pas possible. C'est pas possible. Tous les codes que nous avons élaborés, le seul code qui s'est intéressé à cette filière, c'est le code de 1991, où on avait pensé que, en laissant des couloirs de 8 km à l'époque, était destiné évidemment à ces orpailleurs qui vivent sur leur patelin pendant des siècles et qu'il fallait garder ces 8 km pour ces populations. Malheureusement, rien n'en a été. Le code 90-2019 n'en parlait même pas. Le code de 2012 n'en parle pas. Et le nouveau code, ça, c'est pire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre total entre l'évolution de l'orpaillage et les textes législatifs qui régulent évidemment ce secteur-là. C'est dommage. C'est dommage. Donc, j'interviens parce que le conseil est là, je crois qu'il va noter ça. Parce que ces gens de rencontres, c'est pour prendre des notes et puis voir comment améliorer évidemment ce secteur-là. Parce que le Mali Iveng, là, je crois que c'est une de ses missions, c'est ça aussi. Exactement. Ça aussi. Donc, il faudrait que ce déficit, ce déséquilibre-là soit corrigé. Alors, M. Pona, je vous précise que M. Coulibaly va réagir tout à l'heure à ce que vous venez de dire. Je salue de passage le ministre de la Mine Traoré, qui est quand même très proactif, parce que c'est lui qui a compris que la feuille de route de la Chambre des mines du Mali peut être une des solutions pour organiser ce secteur-là, cette filière. Je suis Mega Ayuba de Firefinch Limited. Mes questions vont principalement à l'endroit de M. Daffé. Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'interdiction du dragage dans le nouveau code. Vous conviendrez avec moi qu'au Mali, on n'a pas forcément un problème de texte, mais on a surtout un problème lié à la mise en œuvre des textes. Donc, ma question, elle est la suivante. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, je parle vous en tant que président de la Confédération, si je ne me trompe pas, faites justement pour appuyer l'État dans la mise en œuvre justement de ces textes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que au sein de la Confédération, vous avez un volet, je ne sais pas, je vais l'appeler développement communautaire ou formation? Et est-ce que ça vous arrive de penser au mot reconversion des orpailleurs? Merci, M. Maïga, pour vos questions. Je pense que la première question par rapport à la formation, vous avez parlé de formation, si nous faisons des formations pour les orpailleurs. Effectivement, je pense qu'à ce niveau, je serai en 2 minutes. Troisième minute, il y a la Banque mondiale qui est là pour certifier, pour nous accompagner dans ces missions.
de formation, de sensibilisation des orpailleurs à travers les sociétés coopératives dans ce cas. Maintenant, l'autre question, vous parlez de refondation. Effectivement, je vais répondre à cette question en allant vers du côté de l'environnement. La reconversion, voilà, je vais en venir. C'est-à-dire, au niveau de la Confédération, nous avons pensé qu'une fois que nous mettons les orpailleurs en société coopérative, on peut les encadrer. Ils ont un leader qui peut travailler avec toute une communauté. Et après l'exploitation, dans ce cadre-là, ils vont respecter l'écosystème, les végétations. Et dans le cadre environnemental, il est prévu de reconstituer la terre. Donc à ce niveau, nous les préparons par exemple pour faire l'agriculture, pour faire le maraîchage sur les terres déjà utilisées par les orpailleurs. Quand ils vont boucher les trous, après, il n'y a plus d'or, ils vont venir, là, il y a la possibilité de faire l'agriculture. Donc ça, c'est la refondation au niveau des orpailleurs qu'il faudrait compter. Même les sociétés coopératives des femmes, les femmes minières qui sont là, œuvrent dans ce sens-là pour reconvertir les femmes dans l'agriculture. Et à ce niveau aussi, toujours allant dans l'organisation, parce que le mot c'est l'organisation, à travers les sociétés coopératives. Nous avons solutionné pour l'utilisation de mercure, pour la reconstitution des sols, tout ça, ça va quand on arrive à les organiser. Vous voyez. Madame Nabou, permettez-moi de venir sur une question, parce qu'en fait, pour améliorer la vie de ces orpailleurs, on avait parlé des difficultés. Ces difficultés, ils ont été évoquées quelque part par l'ACI. Ça, c'est au niveau des couloirs, parce que ça, c'est très, très important. Je pense qu'on en est revenu sur cette question pour que je puisse donner des explications. Les couloirs, une fois qu'on forme les orpailleurs en coopérative, c'est le problème des couloirs qui pose problème aujourd'hui. L'État dit désormais, les orpailleurs, il faut venir dans des couloirs pour que vous soyez orpailleurs. Sans ça, vous êtes dans l'illégalité. C'est pour dire, entre guillemets, que tout le Mali, tous les orpailleurs du Mali, les 1 million d'orpailleurs sont dans l'illégalité. Parce qu'ils ne sont pas dans les couloirs. Ils ne sont pas dans les couloirs. Donc, trouver la solution des couloirs. Pourquoi ils ne sont pas dedans? Parce que c'est des couloirs vides. Où il n'y a rien. Rien n'est prouvé qu'il y a l'or ou il n'y a pas l'or. Donc, ils ne peuvent pas venir dans les couloirs. C'est ça la difficulté. Donc, on ne peut pas les encadrer. Donc, l'encadrement, voici, on les met dans des couloirs de 10 km². Il y a une fédération où il y a une union, il y a un chef de famille qui coiffe 500 000 personnes. Là, il y a des règles. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Koulibaly avait quand même abordé déjà cet aspect-là. Nous allons prendre une dernière question. Ensuite, Monsieur Koulibaly reprendra aux préoccupations de Monsieur Pona. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Obel Nyantouma, je m'appelle Kibli Sako, diamantaire. Ne b'a fait comment secteur diamant de camp. Parce que chaque fois, en bas, moi, bébé, faut faire un peu sanon kaya, dongodo, mais faut être pour diamant coca. En nous met diamant boyant, diamantaire et orpailleur nous met diamant sur la fana, ou bien à faire ma fana, en bétanaï. Donc, à signer des conventions internationales dans le cadre du certificat de Kimberley, en donnant au Kononala. Mais jusqu'à présent, pour avoir de couloir ici, pour qu'en cas de désordre beaucoup là, on y a Kobeke, on m'a dit qu'on y a sur là. On a gain Angola, on a gain Zaïre, on a gain Sierra Leone et la Guinée. Ou bien le Kasola, ou bien Marfa ou Tchana. On s'est dit qu'on fait baraya, on va faire baraka nyere bara, on a diamant sa dongodo, on y a un yurula qui a fait couloir d'ama. Il y a des milliers de personnes qui sont là, à Béjaman, à Bébseka diamant bara ni fenke, on y a Kobeke. Donc, nega kuma moi chamante ni nodo aba fa ngato fraude de lawa ngaba fa ngato fraude la amba ke alsake na ta fa ngabo fraude la ayam organisé anga douala au de plaigner. Merci beaucoup Monsieur Sako. Et votre préoccupation est prise en compte. Nous parlerons d'autres sujets et d'autres numéros qui ne sont pas là prochainement. Alors, à présent, Monsieur Koulibaly, je vais vous donner la parole pour répondre aux préoccupations de Monsieur Pona et on passera après à la tombola. Ok. Donc, merci bien, Monsieur le Président, n'est-ce pas, pour cette question. À savoir qu'est-ce qui fait que l'orpaillage n'est pas développé depuis les 30 jusqu'à maintenant. Donc, vous l'avez si bien dit que le code de 91 a été vraiment un code parfait.
C'est vrai, ça a été un code parfait parce que au cours de mon intervention dans le début, j'avais dit que les sociétés minières, quand même, quand il y avait orpaillage, les sociétés minières étaient contents. Parce que quand tu trouves un truc d'orpaillage, ça veut dire que ça va t'aider à identifier le potentiel géologique. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, depuis 1996 à maintenant, il y a eu cette mutation. Cette mutation, notamment avec, n'est-ce pas, les collectivités territoriales. Depuis 1996, il y avait cette mutation qui était déjà enclenchée. Donc, de 96 à 99, donc, l'orpaillage est venu aux mains des collectivités territoriales. Donc, ce passage, quand même, a connu quand même un certain problème. Le fait que les collectivités n'étaient pas outillées, et qu'il fallait apprendre les uns et les autres. Et ça aussi, en deuxième chose, sans oublier aussi que au moins l'accompagnement entre les différents pêcheurs n'était pas là. Voilà pourquoi j'ai dit, quand j'ai vu votre feuille de la chambre des mines, j'ai dit c'est l'occasion de bondir là-dessus, parce que tout simplement, par rapport à ces longtemps, parce qu'il nous avait été demandé de faire une évaluation, la primature. Qu'est-ce qui a fait que depuis les années 91 à maintenant, il n'y a pas cette évolution? Donc moi, je me suis trouvé dans l'incapacité. J'ai dit, dans ces cas, moi, je ne vois pas de truc, je ne vois même pas. Il y a un document de politique qui permet cet aspect. Et c'est pour cela que nous avons élaboré notre document de stratégie qui est relatif à l'orpaillage. Et ce document de stratégie relatif à l'orpaillage, votre feuille de route était vraiment un des points essentiels. Et j'ai même dit au ministre qu'il faut qu'on se donne la main pour avancer. Il y a eu ça. Voilà un peu ce qui peut expliquer cette mutation avec les collectivités territoriales. La mutation des orpailleurs. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, le ministère des Mines, en relation avec le programme de gouvernance du secteur minier malien, Seydou Keita est là. Donc, nous sommes en train de voir comment on fait cette mutation avec le société minière. Il y a des projets pilotes qui sont en vue pour pouvoir faire cette mutation de l'orpaillage, n'est-ce pas, des trucs un peu mécanisés. Donc, je voulais parler de cet aspect. Mais il y a quelqu'un qui a parlé aussi qu'il faut que l'orpaillage soit quand même passé. Il ne faut pas considérer, hein, l'orpaillage à l'heure actuelle, c'est la gestion des collectivités locales. Donc, les maires sont là, c'est les maires. Ce qui est demandé, vraiment, et pour la Chambre des mines, c'est qu'ils peuvent nous appuyer à encadrer ce secteur. C'est l'une des missions de la Chambre des mines. Voilà ce que je voulais ajouter, Nabou. Merci beaucoup. Merci pour le respect du temps. Effectivement, Madame Nabou, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. La mutation, aujourd'hui, quand on dit le secteur de l'orpaillage, la gestion est déléguée aux collectivités. C'est là où se situe le problème. Les collectivités qui n'ont pas de compétences techniques, qui n'ont pas de ressources financières, qui n'ont même pas le temps de penser à l'orpaillage, c'est un problème, ils ne peuvent pas s'occuper de ça. Et les sociétés coopératives sont obligées de passer par les collectivités pour demander l'autorisation d'exploitation artisanale. Vous comprenez la difficulté? Le maire a autre chose à faire que de dépenser de l'argent pour chercher un permis, un couloir au nom des sociétés. Donc à ce niveau, il faut que les collectivités aient les moyens pour s'occuper. Aujourd'hui, il l'a dit, M. Issa, nous demandons à ce qu'il y ait une direction, des structures ou cellules uniquement dédiées à l'orpaillage. Uniquement dédiées à l'orpaillage qui traite de tous les problèmes de l'orpaillage avec la Chambre de mines, afin que les orpailleurs puissent. C'est ça. Merci pour votre contribution finale. Et je sais que vous comprenez mon souci du temps. Vous l'avez dit vous-même, à partir d'une certaine heure, les cerveaux ne sont plus aussi fonctionnels qu'au départ. Donc, mesdames et messieurs, à présent, nous allons donner la parole à Madame Mélanie Morisset. Merci pour votre attention. Nous allons procéder au tirage au sort de la tombola où je vous rappelle qu'il y a 3 paniers du Ramadan à gagner. Je vais laisser Madame la Présidente de la Fédération FEMIMA tirer le premier ticket, nous annoncer le numéro et vous le présenter. Nous annonçons le numéro 24. Le deuxième numéro est le numéro 34. Le numéro 17. Numéro 24. Monsieur Mamadou Nyang.
Le numéro 34 est appelé. Donc numéro 34, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Bobad Guerra de la DNGM. Félicitations. Et le numéro 17. Laisse vous présenter. Merci à tous. Je m'appelle Ramata Traoré de la DNGM. Je crois que la DNGM est à l'honneur ce soir. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer au focus sur l'entité marraine de ce mois, en la personne de Madame Anne Sogoba, qui est la secrétaire générale de la FEMIMA, la Fédération des femmes minières du Mali. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Madame Sogoba, nous avons vu un peu quelles sont les activités de la FEMIMA. À présent, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent sur le terrain, sur les sites d'orpaillage. Alors, merci pour la question, Nabou. Il faut comprendre que déjà, lorsqu'on prend l'exploitation artisanale, tout au long de la chaîne de la production, donc les femmes se trouvent à l'amont et en aval de la chaîne. Donc les femmes occupent un poste vraiment très considérable. Du coup, les femmes sont, lorsque le minerai, déjà lorsqu'on tire le minerai, c'est les femmes qui s'organisent, qui font tirer le minerai des puits. Alors après cela, lorsque le minerai, elles arrivent à tirer ce minerai, donc il y a un processus qui est à la concassage de ces minéraux. Donc il y a certaines qui le font à la main. Avant, elles le faisaient au pilon, mais maintenant avec certaines techniques améliorées, il y a certaines qui ont pu avoir d'autres méthodes plus améliorées. Donc ils font la concassage des minéraux à travers ces équipements-là. Mais jusqu'à présent, il y a certaines méthodes rudimentaires que ces femmes-là utilisent. Donc le concassage souvent se fait avec des marteaux et ce sont les femmes qui font le concassage de ces minéraux-là. Donc après cela, il y a un processus qui est lavage aussi de ces minéraux. Donc on va voir les femmes qui vont toute une journée se mettre dans l'eau pour laver ce minéral-là. Donc après le minéral, donc c'est le partage de gain. Donc voici un peu où se trouve la femme tout au long de cette chaîne de production. Ouais, c'est assez éprouvant et très physique. Au-delà de ça, sur le terrain, est-ce qu'elles ont d'autres difficultés qui ne sont pas liées typiquement à la dureté, au côté difficile en fait de ce travail-là? Ok. Déjà, lorsque j'ai invoqué la partie, le fait que ce sont les femmes qui tiraient, déjà c'est une difficulté qu'il faut annoncer. Parce que déjà, le seau que ces femmes-là tirent, vraiment c'est très lourd. Et souvent, elles se mettent en petits groupes pour tirer les seaux. Donc celles qui sont avancées en âge, donc lorsque le seau arrive à terme, donc celles qui sont avancées en âge, elles vont renverser. Donc on peut dire que c'est un travail très pénible, il faut le reconnaître. Et elles vont le faire toute une journée. Après aussi, celles qui vont laver le minéral. Déjà, lorsqu'on voit certains coups d'eau, d'autres vont se mettre dans les coups d'eau toute une journée pour laver. Et à travers ça, elles peuvent atteindre d'autres maladies de peau. Donc c'est une difficulté énorme. Donc après tout cela, même lors du partage du minerai, du gain. Donc les femmes souvent, je dirais, n'arrivent pas à avoir ce qu'elles prétendent avoir. Déjà tout le travail qu'elles font, elles ne méritent pas en tout cas le gain qu'elles auraient dû avoir. Peut-être cela, on peut qualifier cela de méconnaissance en fait de leur part. Une autre difficulté dont j'aimerais intervenir et dire aussi, c'est par rapport à la sécurité même de ces femmes. Lorsqu'elles se rendaient sur les sites, elles pouvaient aller seules sur le site, faire le travail et revenir avec le gain pour faire la cuisine. Mais maintenant, pour aller une femme ou deux sur le site, c'est très difficile. Parce que déjà, sur les sites, il y a eu un surpeuplement au niveau de ces sites-là, parce qu'on a l'avènement de certains étrangers qui viennent. Donc du coup, les femmes, elles sont laissées à elles-mêmes. Donc souvent, il y a des cas de viol qui sont dénoncés. Il y a pas mal de... Elles sont vraiment laissées à elles-mêmes. Donc il y a cette difficulté vraiment qui peine sur ces femmes-là. D'accord. Ouais. Est-ce que la FEMIMA, à proprement parler, rencontre aussi des difficultés pour aider les femmes et pour mener à bien ces différentes activités?
Ok, alors déjà au sein de la FEMA c'est déjà l'union de deux sociétés coopératives. Donc la FEMA a essayé en un premier temps vraiment d'organiser ces femmes-là, du coup en coopérative, voire en groupement, en association. Déjà si elles sont dans un cadre, la FEMA pourra intervenir. Déjà lorsque on a essayé de formaliser ces femmes-là en coopérative, souvent c'est à travers les formations qu'on essaie vraiment d'aider ces femmes-là. Déjà à travers, puisque les femmes, lorsqu'elles vont souvent traiter leurs minerais, elles vont utiliser le mercure. Donc souvent elles le font à main nue, donc c'est très dangereux pour leur santé et aussi pour leur famille. Puisque souvent, lorsque le minerai est traité, c'est à la maison, c'est dans les résidences. Donc c'est très difficile, c'est très pénible, parce que ça nuit vraiment à leur santé. Alors la FEMA a essayé à un moment donné, avec un projet qui a été financé par l'ambassade des États-Unis, vraiment d'intervenir en termes de formation, en termes de renforcement de capacité pour ces femmes-là, comment est-ce qu'elles pouvaient réduire leur consommation de mercure. Donc après cela aussi, il fallait leur proposer d'autres alternatives. Si on veut que vraiment elles abandonnent le minerai, il faut qu'on leur propose d'autres alternatives. Donc à travers un équipement qu'on appelait le concentrateur à spirale. Donc en ce moment, la FEMA est en train de concevoir cet équipement avec l'aide de l'ENI du Mali, bien évidemment. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on pourra construire cet équipement-là. Donc c'est un équipement qui est, je dirais, un peu artisanal. Donc ça va permettre aux femmes vraiment de laver, traiter le minerai sans qu'elles n'ajoutent le mercure. Donc ça a été une solution que la FEMA a proposée. Donc une autre solution aussi est qu'aujourd'hui la FEMA a essayé de mettre au niveau de ces zones minières un mécanisme de veille. Alors comment est-ce que les femmes pourront dénoncer le cas de viol? Donc aujourd'hui, vraiment, la FEMA a essayé de mettre ce mécanisme en place, vraiment pour que les femmes arrivent en cas de viol, en cas vraiment de percussion sur elles, comment est-ce qu'elles pourront dénoncer ces cas-là. Donc c'est quelques solutions. En même temps aussi, il y a d'autres solutions, parce que comme je le disais tantôt, en ce qui concerne celles qui sont avancées en âge, celles qui désirent quitter leur paillage, donc la FEMA a trouvé des projets de conversion en ce qui concerne le maraîchage. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce que celles qui sont avancées en âge, celles aussi qui désirent quitter leur paillage, vraiment puissent s'adonner à ces activités-là. Et cela se fait à travers des formations avec ces femmes-là pour que vraiment elles quittent leur paillage et puissent s'adonner à ces activités-là. Très bien. Dernière question, Madame Soroba. Mali Mining Event est une initiative qui permet de mettre en relation les différents acteurs du secteur minier et les fédérer. Comment est-ce qu'une initiative comme celle-ci vous aide dans vos activités? Alors, je dirais que ça nous vraiment de remercier Mali Mining Event. Déjà, c'est pour une plus visibilité de la FEMA, je dirais, de la femme. Déjà, quand on dit la FEMA, c'est déjà les actrices qui sont sur les sites. Donc, c'est pour une plus grande visibilité de ces femmes-là. Déjà, comme je le disais, ces femmes-là, elles sont là, mais elles sont ignorées. Souvent, quand on parle de la femme minière, on n'arrive pas à comprendre vraiment quel est le rôle de la femme. Alors que, comme je le disais tantôt, tout au long de cette chaîne de production, la femme a sa place. Donc, c'est pour une plus grande visibilité pour la FEMA et pour ces femmes-là qui sont là et que les Mali Event pourra les mettre en lumière. Donc, vraiment, ce n'est que la reconnaissance, vraiment la valorisation de ces femmes-là, que je dirais. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre marraine ce mois-ci. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro. À très bientôt.